Je vais inviter mon troisième collègue, Vincent Pelletier, à venir présenter sa présentation justement sur la recherche agronomique des investissements. Donc, Vincent, en fait, c'est un cas particulier. Vincent, en fait, il a commencé chez Orto en 2009. En fait, à titre de stagiaire, il étudiait en génie agro. Puis par la suite, il nous a quittés, mais pour parfaire ses études, il a fait sa maîtrise et encore plus loin, son PhD, son doctorat, justement, en physique des sols, en gestion de l'irrigation. On avait une chaire ortho dans ce temps-là. Et puis, Vincent, il était très actif. Et il est revenu dans notre équipe il y a environ 5 ans comme directeur des sciences agronomiques. Donc, on est bien content de l'avoir dans notre équipe. À toi la parole, Vincent. Merci, Caroline, pour l'introduction et son nom d'un cas particulier. Dans le fond, c'est ça. Orto, depuis la fondation de l'entreprise en 2002, une de nos valeurs principales, c'est vraiment de mettre l'emphase sur la recherche agronomique. La raison est assez simple, c'est qu'on veut tout simplement fournir à notre clientèle les résultats les plus précis et performants possibles pour les aider, eux, à atteindre leurs propres objectifs. Donc, depuis 2002, on participait à beaucoup de projets de recherche. Des fois, c'est juste de fournir de l'équipement à certaines équipes externes. Des fois, on collabore vraiment avec ces partenaires-là. En 2010, on a commencé à travailler dans une chaire de recherche industrielle en irrigation de précision avec l'Université Laval. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et aussi, depuis quelques années, on a commencé à faire de plus en plus de recherches directement à l'interne avec des producteurs qui sont associés à nous. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment beaucoup de résultats qu'on peut vous partager. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire un peu une synthèse de tout ça. Dans les premières années de l'entreprise, un des premiers projets, je pense, sinon le premier projet, c'était pour déterminer les seuils d'irrigation en tomates cultivées en serre. Avec des substrats. Différents substrats ont été testés. Juste pour vous donner une idée, dans le fond, la majorité des substrats, l'irrigation devait être démarrée environ à 2,2 kPa pour maximiser les rendements. Ensuite de ça, on a participé à un projet dans les sols organiques en culture maraîchère, principalement avec des producteurs de laitue. Ce qui est sorti des travaux de recherche des chercheurs de l'université, mais c'est carrément une stratégie d'irrigation pour maximiser non seulement le rendement, mais entre autres aussi éviter d'avoir le brûlure de la pointe dans les laitues, ce qui était un problème assez important pour eux. On a aussi collaboré avec l'université au Colorado pour l'irrigation du maïs avec des pivots centrales. On a également travaillé en Californie avec quelques cultures, dont l'amande. En fait, je pense que c'est Gabriel Collin qui a fait sa maîtrise là-dessus, qui est avec nous aujourd'hui, qui a identifié que le seuil optimal en amande, c'était 45 kPa. On a aussi travaillé avec des producteurs de fraises, en partie avec la chaire de recherche, qui était en fraises et en canneberge, puis la bande bleue, donc la zone optimale avait été identifiée entre 5 et 15 kPa. Donc, chaque culture a quand même une réponse différente à différentes stratégies d'irrigation. Donc, c'est pour ça que c'est important quand même de faire la recherche pour bien établir, bien optimiser l'irrigation dans les différentes cultures. Et à travers les années, toutes les recherches qui ont impliqué de l'équipement ortho, ça a permis de publier environ une cinquantaine d'articles scientifiques sur le sujet. Donc, la chaire de recherche, dans le fond, elle a commencé, je pense, en 2010. C'est avec 3 producteurs de canneberge du Québec, 2 producteurs de fraises, on avait un producteur de canneberge au Wisconsin, l'Université Laval collaborait aussi. Puis bien sûr, l'Université Laval et Orto étaient impliqués. Comme Caroline disait, moi j'ai fait ma maîtrise dans cette chaire-là, ainsi que mon doctorat. Fait que dans le fond, la maîtrise, c'était de déterminer les seuils d'irrigation pour la canneberge. Donc, il y avait Simon Domin qui avait fait d'excellents résultats lors de sa maîtrise jusqu'à quelques années avant. Puis nous, dans le fond, on a continué cette recherche-là au sein de la chaire de recherche. Fait qu'on a déterminé que pour la canneberge, un seuil d'environ 7 kPa était optimal pour maximiser la productivité de l'eau et maximiser le rendement également.
Suite à ma maîtrise, j'ai commencé un doctorat principalement en drainage et en sub-irrigation. C'est pour ça que j'ai mis le schéma ici de sub-irrigation. L'irrigation souterraine. C'est tout simplement d'utiliser le système de drainage qu'on a déjà sur la ferme pour sortir l'eau, mais on l'utilise à l'envers dans le cas de l'irrigation souterraine. C'est-à-dire qu'on vient rajouter de l'eau dans le fossé. L'eau va s'infiltrer par les drains, puis il va y avoir un équilibre qui va se faire entre la profondeur de la nappe dans le champ ainsi que le niveau d'eau dans le fossé. Et ensuite de ça, par remontée capillaire, l'eau devient accessible dans la zone racinaire. Donc, les travaux de recherche en champ chez les différents partenaires ont démontré qu'en contrôlant la nappe le plus uniformément possible à une profondeur d'environ 60 cm pendant la saison de croissance, mais c'est là qu'on obtenait les meilleurs rendements. Et même dans certains champs, dans certaines années, juste en contrôlant la nappe, il y a certains champs qu'on n'a même pas utilisé le système d'aspersion. Donc, il n'y a aucune fois qu'on a démarré les gicleurs, juste par remontée capillaire, c'était suffisant pour combler les besoins en eau. On a fait beaucoup d'expériences en champ. C'est le fun d'avoir des partenaires qui étaient disponibles pour laisser faire de la recherche dans leur ferme. C'est super intéressant. On a aussi complété ces recherches-là en faisant des travaux dans une chambre de croissance et dans des serres à l'université. L'avantage de ça, c'est de pouvoir contrôler chacun des paramètres de croissance pour pouvoir isoler un sujet en particulier. Donc, la photo ici, elle a été prise dans le cadre d'une expérience où on visait à déterminer c'est quoi l'importance du drainage en canneberge. Donc, il y avait plusieurs tests qui avaient été faits au champ, puis on voyait vraiment des diminutions de rendement quand il y avait un mauvais drainage. Donc, on voulait étudier davantage cet aspect-là. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris différents bacs de canneberge qu'on a prélevés au champ, qu'on a mis dans des poubelles comme ça ici. Puis, il y a certains de ces bacs-là qu'on remplissait d'eau pour simuler une pluie avec un mauvais drainage par la suite. Et on laissait l'eau dans la chaudière, donc le sol était saturé pendant plusieurs journées consécutives. Puis à chacune de ces journées-là, on venait mesurer la photosynthèse dans les différents bacs sur plusieurs feuilles. Puis les résultats étaient super intéressants. Fait qu'on a répété l'expérience dans différents stades de croissance. Fait ici, c'est pour l'élongation des bourgeons, pendant la floraison, pendant le développement du fruit. Puis les résultats ont démontré que pendant l'élongation des bourgeons, c'est probablement là que c'est le plus important d'avoir un meilleur drainage. Comment lire le graphe ici? Dans le fond, sur l'axe des X, c'est le nombre de jours consécutifs où le sol était maintenu saturé. Et sur l'axe des Y, c'est la photosynthèse. Les points en noir, c'est pour notre traitement témoin qui, lui, était toujours maintenu dans des conditions optimales. Puis les points en gris, c'est les bacs où le sol était saturé. Donc, on peut voir que dès la première journée, le sol était saturé. On a déjà une différence significative de photosynthèse. Fait que la petite étoile ici signifie que c'est significatif. Puis plus le nombre de jours augmentait, plus cette différence-là grandissait. Puis ici, j'ai pas montré la suite de l'expérience, mais après avoir drainé, après le 5e jour, par exemple, on a continué à prendre des mesures de photosynthèse, puis même 11 jours après avoir drainé, il y avait encore un effet résiduel, c'est-à-dire que la photosynthèse des plants de canneberge qui avaient subi le traitement saturé n'était pas revenue au stade des traitements témoins. Donc, il y a vraiment un effet à long terme qui se fait sentir. Pendant la floraison, un peu le même genre de résultat. Par contre, c'est devenu significatif seulement après la 5e journée. Puis pendant le développement des fruits, dans notre expérience, on n'a pas mesuré de différence significative. Comme je disais tantôt, couplé aux expériences au champ, on a vraiment pu démontrer l'importance d'avoir un drainage vraiment efficace pour la canneberge. Il y a peut-être une quinzaine d'articles scientifiques qui ont ressorti de cette chaire de recherche-là. Pour la canneberge, la dernière année du projet, en 2015, on a fait un article synthèse qui rassemble les résultats de toutes les autres expériences. Donc, pour les producteurs de canneberge qui sont avec nous, je vous inviterai à lire cet article-là. Dans le fond, ça résume vraiment bien tous les résultats qu'on a eus. Donc, après 2015, quand j'ai fini mes études graduées, comme Caroline disait, j'ai commencé à travailler chez Ortho. Puis un de mes mandats, c'était de former une équipe de chercheurs agronomiques pour faire de la recherche à l'interne
développer différents produits, des nouvelles sondes. On travaille aussi en intelligence artificielle. C'est vraiment important pour nous, à chaque fois qu'on fait une invention, qu'on a une innovation, bien, on la protège avec des brevets. Donc, Ortho possède présentement quand même plusieurs brevets. Juste au cours des 2 ou 3 dernières années, je pense qu'on en a déposé 4 ou 5 nouveaux. Donc, c'est vraiment important pour nous de protéger notre innovation pour garder une longueur d'avance sur nos concurrents. Dans le fond, l'équipe de chercheurs chez Ortho, ben, on a quand même un background qui est différent, mais qui se complète bien. Il y a des gens qui ont des études en physique du sol, d'autres en microbiologie, d'autres en agronomie, d'autres en écologie. Fait que c'est vraiment des champs d'expertise qui se complètent bien. Puis, on a aussi quelques personnes à l'interne qui ont développé un fort intérêt pour tout ce qui est sciences des données, intelligence artificielle. Donc, on utilise ces outils-là maintenant pour développer des produits qui vont devenir accessibles éventuellement pour notre clientèle. Donc, l'importance de l'innovation chez Ortho. Oui, tout ce qu'on fait de manière agronomique, c'est super important. Mais il y a aussi beaucoup d'innovation qui est fait côté plus technologie, communication des appareils. Donc, pour les clients qui sont avec nous depuis les premières années, vous allez sûrement vous souvenir de la première génération qui était un T. On devait avoir des réseaux de répéteurs un peu partout sur la ferme pour pouvoir acheminer les informations, les données à un ordinateur local. La deuxième génération, là, on a vraiment offert la possibilité d'enfouir des capteurs pour justement un peu ce que Caroline et Francis expliquaient plus tôt pour éviter les fluctuations thermiques causées par une sonde qui est sortie du sol. La troisième génération, en 2009, là, on a énormément allongé la portée de communication entre les appareils au champ et les répéteurs. Je pense qu'on a multiplié par 4 la portée de communication. Et en 2012, on est arrivé avec la nouvelle génération qui permettait, à partir de ce moment-là, de communiquer les données directement vers les serveurs web à partir de tours cellulaires. Donc, à ce moment-là, on a évité la nécessité d'avoir des tours un petit peu partout sur la ferme. Et en 2015, la dernière génération, celle qui est actuellement un peu partout sur vos fermes, probablement, dans le fond, une des avancées de cette génération-là, c'est de permettre d'avoir plusieurs fonctions pour l'automatisation. Donc, on est toujours en train d'innover, de développer. Il y a une 6e génération qui est en développement actuellement. Puis pour nous aider à accélérer justement notre développement, vous avez peut-être vu passer dans les journaux, on a reçu des subventions de différents paliers gouvernementaux pour justement nous aider à tourner nos idées en produits pour les offrir par la suite à nos clients. Puis avec ces subventions-là, mais ça nous permet également de faire encore plus de recherche agronomique. Dans la prochaine partie de notre présentation, je vais vous présenter 3 projets, dans le fond, qu'on fait à l'interne en collaboration avec les producteurs. Fait que si c'est sur une ferme de houblon, qu'on a 100% automatisé, qu'on a optimisé l'irrigation. Dans le fond, le projet a commencé en 2017. En 2017, le producteur irriguait 6 heures par jour chacun des champs. C'était systématique. Les jours de pluie, il arrêtait l'irrigation, mais sinon, il mettait toujours 6 heures d'irrigation dans chacun des champs. En 2017, on a juste monitoré ce que lui faisait. En 2018, on a installé un système d'automatisation complet qui, là, nous permettait de complètement répliquer ce que lui faisait. Donc, c'est pour ça qu'ici, la consommation d'eau pour 2018 est pratiquement identique à 2017. Mais à force d'avoir accès, d'analyser les données de tension qu'on avait prélevées, on a identifié quels seraient les seuils de tension optimaux pour cette ferme-là. Donc, on a configuré notre automatisation sur le départ de l'irrigation quand le seuil était atteint. Et ça nous a entraîné une diminution des quantités d'eau de 32%, juste en optimisant l'irrigation. Par contre, il y avait de la fertigation qui était appliquée, qu'on appliquait un certain nombre d'heures de fertigation par jour, peu importe la tension. Et en 2020, on a amélioré cette fertigation-là, donc on a augmenté la concentration, on a réduit le nombre d'heures nécessaires pour la fertigation, ce qui a fait en sorte qu'on a continué à économiser de l'eau.
Donc, après 3 ans d'optimisation, dans le fond, on est rendu à 43 d'économie d'eau par rapport à ce qu'on mettait à la première année du projet. Puis, côté des rendements, les rendements sont excellents. Ils ont augmenté d'année en année par rapport à 2017. Juste une petite note, c'est vraiment pas le producteur faisait vraiment une bonne job en 2017. C'est juste qu'avoir accès à des outils, avoir accès à des tensiomètres, avoir accès à l'automatisation, mais ça permet de peaufiner, de raffiner, puis de maximiser les résultats. Un autre projet qu'on fait actuellement en Californie, dans une production d'ail, fait qu'on a automatisé encore une fois des parcelles de champs où on applique différents traitements d'irrigation. Donc, la première année a servi encore une fois à déterminer ce serait quoi les seuils optimaux. La deuxième année, l'année passée, on a comparé différents seuils, puis on voit clairement sur la photo la différence entre des plants qui ont subi une irrigation qu'on considère optimale et un traitement qui avait un stress hydrique. Et même avec l'avancement de l'année, ben, la différence visuelle sur les plants se faisait sentir. Fait que même avant la récolte, on voit clairement à gauche que les plants sont plus vigoureux, plus verts, plus gros, plus denses, qu'à droite où il y avait le stress hydrique. Puis les rendements, ben, c'est un peu la même chose. On a pratiquement eu 2 fois plus de rendement dans les parcelles qui étaient optimales versus les parcelles avec un stress hydrique. Peut-être une petite note aussi sur l'automatisation. Francis en a parlé beaucoup. Pour nous, dans les projets de recherche, c'est vraiment un outil intéressant d'avoir accès à l'automatisation parce que ça nous permet de vraiment démarrer l'irrigation sur le seuil exact qu'on veut tester. Fait que si on veut tester 15, 25, 35 kPa, ben, l'automatisation nous permet de démarrer exactement à la valeur souhaitée, ce qui est un net avantage. Souvent, quand on regarde des articles scientifiques, des fois, on n'est même pas capable de discerner c'est quoi les traitements qui ont impliqué parce qu'il n'y avait pas accès à l'automatisation, puis les traitements ont été appliqués un peu à n'importe quelle tension, si on veut. Donc, avoir accès à l'automatisation pour nous, c'est super intéressant. Le troisième, le dernier projet que je voulais discuter avec vous aujourd'hui, c'est en pommes de terre. Ça fait 5 ans qu'on fait de la recherche en pommes de terre à l'interne chez Ortho avec différents producteurs dans différentes régions. On avait des tests au Colorado, on avait des tests au Québec également. Mais ce qui est vraiment intéressant avec la pomme de terre, c'est que la réponse est vraiment similaire, peu importe l'année, peu importe le champ. Ici, j'ai un résultat à vous montrer. Fait que ici, dans le fond, c'est le pourcentage de temps pendant la saison de croissance que la tension se situe dans la bande bleue. Donc, on considère pour les pommes de terre que c'est environ 5 et 30 kPa. Donc, si on se situe à 90 à 100 du temps dans cette bande-là, ben, les rendements, c'est là qu'ils vont être maximales. Mais dès qu'on sort de la bande bleue, dans le fond, plus qu'on sort de la bande bleue, plus le pourcentage de temps diminue, mais plus le rendement diminue également. Caroline, tantôt, mentionnait l'importance d'avoir une irrigation constante et uniforme pour éviter d'avoir des fluctuations de tension super élevées. Mais dans le fond, c'est un peu ce que le graphe représente ici. Dès qu'on sort de la bande bleue, qu'on répète l'expérience, c'est des stress qui s'accumulent. Puis à la fin de l'année, l'addition de chacun de ces stress-là se traduit à une baisse de rendement. Donc, c'est les différents projets que je voulais parler aujourd'hui. Dans le fond, en conclusion, je dirais que la tension est vraiment un outil super intéressant pour maximiser les rendements, pour gérer l'irrigation. Peu importe les projets qu'on fait, on réussit toujours à augmenter la productivité de l'eau, donc à augmenter les rendements tout en diminuant la consommation d'eau. Fait que c'est vraiment des résultats qu'on peut appliquer à n'importe quelle culture. C'est ça qui est intéressant. Donc, je vous laisserai en résumé en disant que Ortho, une de ses valeurs principales, c'est vraiment la recherche agronomique. Comme je vous disais un peu en introduction, notre objectif, c'est de vous fournir des résultats pour que, par la suite, nos clients atteignent à leur tour leurs propres objectifs. Donc, ça fait le tour de notre présentation. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Parfait. Merci beaucoup, Vincent.
vraiment super intéressant. Puis c'est vraiment le fun de voir que la recherche, ben, c'est toujours en continu, puis on touche plusieurs cultures. Euh, donc, c'est ça, ça se perfectionne d'année en année. Puis c'est fun aussi de collaborer avec la recherche à l'externe. Il y a vraiment de plus en plus de recherche aussi qui est en irrigation depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir aussi là, collaborer avec les intervenants, autant au Québec qu'à l'extérieur. Puis on est vraiment là pour travailler avec vous, puis vraiment, on trouve que ben, c'est un travail d'équipe, là, puis c'est vraiment pour faire avancer l'ensemble de l'industrie. Donc, moi, je trouvais ça super intéressant pour mon propre, mon propre côté. Mais moi, je trouve ça super intéressant le fait de voir si on retourne aux résultats en canneberge dans la chambre, en laboratoire, là, on voit que quand on stresse la plante, ben, c'est pas juste ça se fait pas juste l'impact n'est pas seulement à court terme. On peut voir qu'un stress peut perdurer a un impact, là, dans le fond, on peut voir résiduel au fil du temps, pas juste au moment même que le stress se fait voir. Donc, c'est vraiment un autre point pour dire, ben, ça vaut la peine de maintenir, rester dans la zone bleue le plus possible. C'est le fun de voir aussi que ton équipe, Vincent, est diversifiée, multidisciplinaire, puis vraiment d'intérêts complémentaires pour faire évoluer là, toutes les résultats, les recherches au sein de l'équipe. Il y a des bonnes questions. Hélène, elle vous a partagé sur le chat un lien intéressant, donc qui est finalement un lien sur notre site Internet pour accéder aux articles pertinents en gestion de l'irrigation, donc des articles qui vont être en lien là, justement à notre technologie, mais aussi là, en gestion de l'irrigation at large. Donc, c'est une bonne base de référence à aller consulter. Hein? C'est le temps de faire de la lecture avant la saison. Donc, on va regarder aussi au niveau des questions, qu'est-ce qu'on a eu comme questions additionnelles. Donc, bonjour, vos recherches dans la pomme de terre et que vous pouvez nous dire, et que vous pouvez nous dire plus. En tout cas, par exemple, sur quel aspect la plante, la recherche s'est concentrée en lien avec les applications? Oui, dans le fond, ce qu'on visait vraiment à faire avec nos projets à l'interne, c'est de déterminer c'est quoi la bande bleue pour la pomme de terre. Dans le fond, on avait installé dans plusieurs champs, plusieurs stations, même plusieurs dizaines de stations ortho qu'on mesurait la tension à 6 pouces et à 12 pouces. À la fin de l'année, on allait prélever le rendement. On comptait le nombre de tubercules, on pesait tous les tubercules. Puis dans le fond, une des conclusions aussi que j'ai pas mentionné tantôt, c'est que comme on peut s'y attendre en pomme de terre, si le stress est appliqué en début de saison, le nombre de tubercules par plant va être inférieur. Mais si le stress est appliqué en mi-saison, fin saison, mais là, c'est la grosseur des tubercules qui va être réduite. Ce qui peut paraître logique, mais ce qui n'est pas tout le temps le cas. En canneberge, par exemple, on n'a jamais mesuré de fruits plus petits, peu importe le niveau de stress qu'on appliquait. C'était vraiment le taux de nouaison. Donc, en pomme de terre, c'est un peu différent. En complément aussi, pour la bande bleue, ce qui est fun, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, Carl Boivin de l'IRDA présentait les résultats de recherche qu'ils ont aussi eu en pomme de terre, puis on avait exactement le même genre de bande bleue. Puis même Silvio Guignard de l'Université Laval a aussi présenté ses résultats. Puis les 3 projets, bien qu'ils soient complètement indépendants, on obtenait exactement le même genre de résultats. Donc, super intéressant à ce niveau-là. Merci Vincent. Donc, je vais vous amener, en fait, je vais juste vous dire, je vais vous interpeller encore pour continuer à poser des questions. La présentation, le webinaire est quasiment terminé, mais il y a encore du temps. Je voulais aussi spécifier, souvent on nous demande ben c'est le fun que vous fassiez de la recherche, j'aimerais ça moi aussi en faire de la recherche. Est-ce que vous pourriez en faire avec vous?
ça. Donc, oui, c'est possible de faire partie de mon projet de recherche. Il faut seulement, nous autres, on est une équipe là, active, puis qui évolue beaucoup au niveau de la recherche. Puis, il peut arriver des moments où on cherche des lieux pour des terrains, des champs dans des cultures en particulier ou faire des nouvelles recherches. Fait que quand moi ou mon équipe le sait que telle personne elle serait intéressée, ben on y réfère directement Vincent là, et son équipe. Donc, c'est le cas justement avec Trijardin, avec Raphaël. Ça avait juste été un super bel addon. Donc, je veux vous remercier encore une fois. L'été pour votre participation. Merci beaucoup pour vos questions. Puis, on a hâte de vous voir en relation. Puis, on va rester sécuritaire, mais on est positif. Puis, on a hâte là, de continuer notre progression avec vous. Donc, encore une fois, merci. Merci pour votre confiance.